France, Wagner qualifié de groupe terroriste, guerre continue, nous nous interrogeons. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Le groupe paramilitaire russe Wagner a été désigné comme une organisation terroriste par les députés français. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a rappelé que cette désignation n'avait pas d'effet d'un point de vue juridique tout en soulignant son importance, on va le dire ainsi, symbolique. Que dire des opérations militaires françaises en territoire africain? Nous nous interrogeons également. Ces militaires ne sont-ils pas des terroristes? Ont-ils jamais résolu un problème sur le continent noir? Que non, ils ont plutôt aggravé la situation et tous les Africains sont d'accord avec moi. L'Assemblée nationale française a donc adopté une proposition de résolution pour inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur la liste des organisations terroristes de Paris et de l'Union européenne. Apparemment, la France parle également pour l'Union européenne. Porté par le député de la Renaissance Benjamin Haddad, le texte rappelle que le groupe de militaires mobilisés en Ukraine est accusé de multiples crimes de guerre. L'Assemblée nationale a notamment cité le bombardement de localités habitées, des actes de torture et de violence sexuelle ou encore des exécutions sommaires. Oui, qui est la France pour accuser donc la Russie de quelque crime que ce soit? La France oublie-t-elle ses crimes sur le continent africain, les guerres qu'elle a organisées, entretenues et financées? Avant de regarder la cour du voisin, eh bien, on dit souvent sur le continent africain, il faut balayer devant sa porte. Les députés français ont également dénoncé les actes de barbarie du groupe Wagner perpétrés en Syrie en soutien au régime de Bachar al-Assad dans sa répression à la suite du soulèvement de 2011 ou encore les multiples exactions au Mali et en Centrafrique. La France est tellement propre et belle qu'elle a oublié qu'en Centrafrique, ses soldats ont été accusés de pédophilie, de meurtre et de crimes barbares. Que dire du Mali? Et j'en passe. Cette résolution n'a néanmoins que peu d'impact d'un point de vue juridique, a concédé la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. À l'Assemblée nationale, l'inscription de Wagner sur cette liste n'aurait ainsi pas d'effet supplémentaire direct. À quoi bon alors? Oui, à quoi bon l'avoir fait? Est-ce toujours pour salir la Russie aux yeux de l'opinion publique internationale? En tout cas, nous nous interrogeons. La chef de la diplomatie française a toutefois jugé qu'il s'agissait d'un symbole. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance symbolique d'une telle désignation, ni le caractère dissuasif qu'elle pourra avoir vis-à-vis des États tentés par un recours à la milice Wagner. Eh bien, il faut dire aujourd'hui à la diplomate française, ou alors à la chef de la diplomatie française, que le groupe Wagner, bien sûr, sera appelé en renfort sur le continent africain. Cela fait des années et des mois que nous demandons justement la wagnérisation du continent noir. Parlons justement de Serval, eh bien, Barkhane, Takuba, Sabre et Tessera qui commettent des exactions sur le continent africain, qui arment et renseignent les terroristes. Eh bien, nous aussi les Africains, nous les considérons comme des groupes terroristes et les parlements africains doivent voter justement des résolutions pour le faire. En tout cas, nous nous interrogeons ce mardi matin, France, Wagner qualifié de groupe terroriste, guerre continue. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batenguene. Il est enseignant à l'université de Douala, il est sociologue. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batenguene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour aux milliards de téléspectateurs que nous avons et qui s'engagent tous les jours à rendre concret cet engagement qu'ils ont pour le combat panafricaniste en mobilisant au quotidien des forces autour d'eux pour que nous puissions vaincre les forces obscurantistes qui sont en face. Ces forces obscurantistes croient pouvoir encore jouer les jeux de rôle en Afrique en activant leurs mercenaires qu'on appelle les terroristes, en activant des cellules de dilution du discours panafricaniste via un certain nombre d'activistes dans les réseaux sociaux et nous en rions bien sûr, nous en rions parce que c'est du pipi de chat. Mais nous savons une chose, la victoire est au bout et cette victoire est inéluctable. J'aime bien revoir ces Africains qui travaillent pour le compte de la France et qui ont pour objectif, ou alors pour mission, de continuer à railler justement le combat panafricaniste. J'aimerais les revoir dans 5 ans, changer justement, on va le dire de camp. Allez savoir.
Jonathan Batinguenet, vous êtes au courant justement de ce qui s'est passé du côté du Parlement français. Eh bien, là-bas, les députés ont pris langue et déclarent justement le groupe paramilitaire russe Wagner de groupe terroriste. Sur le continent africain, cette nouvelle est arrivée. Eh bien, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux qui sont posés des questions à savoir, est-ce que la France a réellement besoin de dire ce genre de choses ou alors elle oublie ces crimes qu'elle a commis sur le continent africain? Vous savez, quand un criminel est pris en flagrant délit de crime, en Afrique surtout, Oui. et que ce dernier, dans sa fuite, réussit à créer un peu d'embouteillage ou de camouflage, la meilleure technique, c'est de crier au voleur comme tout le monde crie au voleur. Et espérant que dans son cri de au voleur, on le prendra pour la victime et on cherchera le coupable. Que non, nous, Africains, nous n'allons pas subir les techniques de camouflage que la France veut utiliser. Nous savons qui est le voleur. Ce n'est pas parce que la France crie au voleur qu'on ne connaît pas qui est le voleur. Il n'y a pas un Wagner terroriste en Afrique. Non. L'entreprise Siwa Security, nom de code Wagner, du point de vue de l'OTAN, est une entreprise sérieuse. D'après le rapport de 2019 de la CIA, l'entreprise Siwa Security, aux côtés de l'armée, des forces armées centrafricaines, a réussi à reconquérir plus de 85% de territoire. C'est un rapport de la CIA qui le dit. C'est un rapport qui suffit à dire que c'est une entreprise sérieuse. C'est un rapport qui permet de confirmer la crédibilité de cette entreprise. Pourquoi les États-Unis n'ont pas classé Siwa Security parmi les entreprises terroristes en 2019? Pourquoi ils ont reconnu dans le rapport de la CIA que c'est ces gens qui ont permis à l'armée centrafricaine de récupérer l'entièreté de son territoire? Oui. Ça veut dire que eux-mêmes savent que ce qu'ils écrivent, c'est du dilatoire. Deuxième élément, Siwa Security a battu deux grandes entreprises du monde anglo-saxon à Bakhmut. Ça fait mal et on sait que ça fait très mal là-bas. Sunline et Mossad. Mossad, c'est les anciens des forces spéciales états-uniennes. Ils ont été battus à Bakhmut. 5000 hommes. 5000 gars des forces spéciales. Dans le ratio, c'est un gars des forces spéciales pour 15 hommes de l'armée régulière. Donc, quand vous faites 5000, vous avez fait 5000 fois 15, ça vous fait 45 000 hommes qui étaient censés être à Bakhmut. À 65 000 hommes qui ont perdu face aux hommes de ce qu'ils appellent Wagner, en fait, Siwa Security. Ça fait mal. On répète cette victoire parce qu'il faut en plus appuyer sur la plaie, l'abcès. Ça fait bien mal. Mais c'est comme ça qu'aussi qu'on guérit d'une maladie grave. Alors, s'il faut revenir à la question des sociétés militaires privées, qu'il faille qualifier ces sociétés militaires privées de terroristes, prenons un peu le cas occidental. Le cas occidental, est-ce qu'ils sont exempts d'utilisation de sociétés militaires privées en Afrique? Je ne veux pas prendre, c'est quoi, Ejiofor. Le président Bandakani aime très bien détailler l'action de cette milice illégale qui agit pour le compte de l'Europe en Afrique. L'Union européenne n'en a pas conscience. Considérons que leurs services spéciaux ne font pas cas de cette affaire, vu que c'est eux qui les utilisent. Donc, c'est quand même normal. Bonne charité. Commence par soi-même. Voilà. Donc, on va s'excuser dans les cas qui nous impliquent. On va impliquer les autres dans les cas qui nous arrangent. Maintenant, prenons le cas de l'Europe. Il me souvient quand même qu'il y a au sein du GIGN, au groupement d'intervention de la gendarmerie nationale française, un groupe qu'on appelle la GIGN Connection. Et la GIGN Connection, il y a un nom, Paul Baril. Qui est Paul Baril? Paul Baril, c'est un homme qui monte le groupe Baril Sécurité, au Centrafrique, dans les années 2000, et qui va assurer jusqu'à la sécurité des chefs d'État centrafricains. Paul Baril sera mis en cause dans des scandales d'espionnage, d'écoute même du chef d'État centrafricain. Est-ce que c'était une société militaire privée? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va appeler ça.
Mais on va passer dessus. G-Forest. Ah, nous sommes Camerounais. Oui. G-Forest, c'est quoi G-Forest? G-Forest, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Groupe Fort. Groupe Fort Security Corps. Groupe Fort Security Corps. C'est le géant britannique de la sécurité privée. Il me souvient quand même que G-Fort était en Irak, avec le groupe Folk. C'était quoi ça? C'était pas une société militaire privée. Il ne faisait pas la guerre en Irak. Il ne recrutait pas des gens sur le territoire anglais et sur le territoire africain. Bon, l'Union européenne peut-être n'a pas conscience de cela, mais c'est les sociétés européennes. Non, on va passer dessus. Robert Montoya. Qui est Robert Montoya? Je crois qu'on nous a souvent... Moi, j'aimais les émissions de RFI. Quand souvent tu suivais Alain Foka qui vient descendre le général Gnassingbé Eyadema. Il dit Gnassingbé Eyadema, c'est un terroriste, c'est un... Non, pas terroriste, c'est un dictateur. Et les journalistes de RFI disaient, c'est un dictateur. Il est devenu panafricaniste. N'est-ce pas? Alors, les conventions socioprofessionnelles. Je les attends encore dans les jours à venir. J'attends d'ici 5 ans, voir bien qu'il est panafricaniste ou pas. Allez-y, on vous suit. Alors, Robert Montoya, c'était le formateur de l'armée de Gnassingbé Eyadema. Donc, quand les journalistes de RFI disaient que c'est un dictateur, mais c'était un gars de du GIGN qui formait les soldats du dictateur. Bon, il y en a qui vont se demander, mais pourquoi Jonathan fait des récitations sur des hommes qui ont appartenu à l'armée française? Non, il ne veut pas parler de Philippe Le Gorju, qui lui-même aussi a ses sociétés de sécurité. Ah, Pierre de Dion. Ah, lui aussi, il intervient sur une chaîne LCI apparemment. Pierre de Dion. Lui aussi fait la sécurité. Hein? Il paraît qu'il est trop connecté à des réseaux de sécurité en Côte d'Ivoire. Ah, lui aussi, il fait dans les sociétés militaires privées. Exact. Bon, il paraît donc que la France aussi a les sociétés militaires privées. Mais qu'est-ce qui fait problème donc en France? Qu'est-ce qui fait problème? C'est ça qu'il faut se poser comme... Les sociétés ne sont pas compétitives, il y a quoi comme problème? Bon, il y en a qui vont se dire, bah, Jonathan en fait un peu trop, mais non, on va revenir là-dessus. Alors, est-ce que mon frère Ngos, nous avons conscience de ce que ces sociétés représentent comme menace pour nos États? Dans le livre Nos chers espions d'Antoine Gazer, je ne veux pas cacher mes sources, il faut que les Français eux-mêmes aillent faire les recherches. Il est clair. Chaque année, plus de 3000 hommes appartenant aux sociétés de vigilance, des sociétés de sécurité françaises en Afrique, vont faire leur débriefing au niveau de la DGSE et de la DGSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'espionnage que ces sociétés font en Afrique. 3000 hommes, ça nous fait une moyenne de 7 hommes par jour. Ça veut dire qu'il y a 7 gars, à l'heure où nous parlons, 7 débriefings qui vont se passer en France, aujourd'hui, par jour. 365 jours, 3000 hommes viennent dire aux Français, au service secret français, ce qu'ils ont remarqué comme faille dans nos dispositifs de sécurité. Ne soyez pas étonnés quand les terroristes frappent souvent de manière, alors là, chirurgicale. Et je rappelle un peu un scénario qui est intéressant. Vous vous souvenez que quand il y a eu les attaques terroristes au Kenya, oui, c'est la France qui est venue expliquer aux Kenyans comment ça s'est passé, comment les terroristes ont travaillé, la DGSE. Ben, quand vous connaissez qu'ils ont quand même les rapports de leur société de sécurité, vous comprenez que ces sociétés de sécurité ont fait de l'espionnage et donc on savait, parfois même les failles sont orchestrées par les mêmes sociétés de sécurité. Moi, je ne sais pas quelle société de sécurité a assuré la sécurité de ce magasin, mais les forces kenyanes devraient bien s'y intéresser. Voilà des gens qui veulent placer Siwa Security au rang d'entreprise terroriste. Des gens qui, depuis les années 90, utilisent systématiquement les sociétés militaires privées et les sociétés de sécurité dites de vigilance dans le cadre de leurs dispositifs avancés de sécurité dans d'autres pays. Mon frère Ngos, si ce n'est pas de la sorcellerie, dans quoi est-ce qu'on se retrouve? L'Occident est aux abois. L'Occident n'a plus d'arguments sur le plan géopolitique. L'Occident est démasqué et vaincu à tous les niveaux.
même au niveau stratégique où il fallait utiliser des intermédiaires. Et cet Occident veut utiliser, ce n'est pas nouveau, le droit international pour se sortir d'affaires. Je prends un élément, le droit international. La responsabilité de protéger, document qui a été validé en 2001, qui a eu la signature d'un ensemble, on a pris cet intellectuel inconnu australien qui est devenu finalement un grand intellectuel de l'histoire du monde. Mais lui-même apprendra que nous, dans l'histoire qui va être faite, lui, il est déjà aux poubelles de l'histoire. Avec les Ramaphosa, aux poubelles de l'histoire. Il dit, il faut qu'il y ait la responsabilité de protéger le droit d'intervention humanitaire, c'est-à-dire l'ingérence dans les affaires internes des États. L'Occident va donc formuler cela dans le livre « Le droit de protéger » qui est financé par le système des Nations Unies et qui va déboucher sur une résolution qui va désormais permettre l'ingérence dans les affaires intérieures des États en violation de tout ce qui avait été fait dans le cadre de la Charte des Nations Unies. On ne respecte plus la souveraineté. La souveraineté n'est plus sacrée. Vous voyez un peu? C'est gravissime. Le droit international est instrumentalisé essentiellement parce que les États-Unis avaient besoin de ce type de résolution pour intervenir sur les territoires des autres États qui ne sont pas dans leur ligne géopolitique. Et c'est ce que la France veut faire. Madame Colonna, elle n'a juste pas le courage d'assumer tout ce qu'elle est en train de faire. La France croyait qu'elle serait suivie par le Parlement européen, parce que c'était aussi en discussion au Parlement européen. Mais le Parlement européen a déjà subi tellement en matière de... en fait, les autres pays européens ont tellement subi en matière de suppression des énergies venant de Russie, que les autres pays européens n'ont plus le courage d'avancer sur certains territoires, sur certains domaines. Ils se disent, les Russes là, vraiment, si on continue, peut-être même on va finir très pauvre. Et les Français qui voulaient un peu être les va-t-en-guerre à côté des Britanniques ont dû faire marche arrière. D'où les propos de Mme Colonna, ce n'est pas avec des implications juridiques. Mais la France n'a aucun élément pour traiter de la question des compagnies militaires privées. Mais en plus, la France elle-même est tellement empestrée dans des scandales en Afrique en matière de compagnies militaires privées que la France n'est pas bien placée pour donner des leçons dans le domaine. Pour nous, Africains, c'est encore du pipi de chat de la part du Parlement français. Mais ça, on peut comprendre. Un Parlement où quelqu'un peut dire aux Noirs, rentrez chez vous. Ce n'est pas un Parlement sérieux. Un Parlement où vous voyez un député dire à un ministre que c'est pas pour dénoncer, expliquer de manière brillante à un ministre que si tu as un problème parce que tu n'as pas eu de paix, vraiment n'essaie pas de généraliser ton problème aux autres gens parce que nous on a eu des paix, on les aime. Tu ne vas pas enlever les paix aux autres enfants. Et puis le Parlement est quand même resté là à soutenir le ministre. Vous comprenez que ce n'est plus un Parlement. Un Parlement qui ne comprend pas que le paix est important. Ce n'est pas un Parlement. Un Parlement qui est prêt à vous dire que désormais, ils vont accepter que les hommes vont se marier, femmes vont se marier. Ce n'est pas un Parlement. C'est une rigolade nationale. Vraiment, le Parlement français est devenu un espace d'humoristes professionnels. Un espace du non-sérieux. Un espace où la bêtise nationale est discutée pour le compte du peuple français. D'ailleurs, ça n'a pas passé dans ce Parlement qu'ils ont voté pour que les vaccins soient obligés. Et surtout le 49.3 au Belgique. Voilà. En plus, un Parlement qui ne se plaint pas quand un dictateur s'impose comme étant le seul législateur. Il a fait appliquer le 49.3. N jours sur N sur l'année. Et ils sont là. Vous les appelez parlementaires. En fait, les États-Unis avaient compris qu'amener des jeunes aventuriers au Parlement, ce serait la meilleure solution pour déstructurer ce qu'ils appellent une démocratie représentative, qui avait été très bien théorisée par les Rousseau, les Hobbes, tout ça. Mais on a amené des aventuriers. Quand vous suivez certains députés français avec une légèreté, vous vous demandez si ces gars, même à l'école, c'était des gars sérieux.
On vous dit que non, ils ont quand même fait quelques études, mais vous demandez quels étaient les enseignants qui les enseignaient. C'était déjà pas du tout. Quand vous les regardez, ils n'ont pas un niveau requis pour le débat national. Mais ils sont pourtant là. Et ces gens-là, on ne peut pas les prendre au sérieux. Donc, Mme Colonna et son parlement de Rikiki, s'ils ont encore d'autres sujets pour l'amusement international, peuvent encore les poser sur la table. Nous savons qu'ils sont en fait des candidats sérieux à l'humour international. Pendant ce temps, qu'attendent les parlements africains pour également prendre des résolutions pour dire que, on va le dire ici, hein, les opérations militaires françaises sur le continent africain sont également des groupes terroristes? Puisqu'il y a des preuves pour ça. Au Mali, en Centrafrique. Là, mon frère Ngossou, vous venez de toucher l'épine dorsale du problème. Le bandit qui crie au voleur. Quand Joguel Kokala Maïga entend ça, je suis sûr qu'il se demande, mais ces gens qui ont formé EIGS et GSIM, ils disent qu'il y a les terroristes d'ailleurs. Mais un État qui a formé des groupes terroristes. Non, prenons un peu la fabrique du terrorisme dans le Sahel. En 1998, il y avait des groupes qui s'appelaient les GIA au niveau de l'Algérie, du sud de l'Algérie. Ces groupes pratiquaient essentiellement du terrorisme. Ces groupes étaient affiliés à la DGSE française, au service action de la DGSE française. Plusieurs de ces combattants travaillaient pour le compte de la France. D'ailleurs, la majorité des combattants des GIA venaient de la France, avaient subi une formation de radicalisation par les services spécialisés français. Oui. Mokhtar Belmokhtar, par exemple. Et d'aucuns ont été formés parce qu'ils ont aussi des internationales socialistes, des internationales terroristes bien organisés. Au niveau du Maroc, il y a ce qu'on appelle le Safari Club. Le Safari Club, c'est depuis les années 70. Ça a été bien organisé. C'est un conglomérat des services de renseignement israéliens, états-uniens, anglais, français, marocains et égyptiens pour fabriquer les terroristes qui vont nuire les pays hostiles dans le monde. Quand ça a été fondé au niveau du Maroc, c'était pour éliminer les hommes comme Nasser. Il a été tué, non? Voilà. C'était pour éliminer des hommes comme ça au niveau, pour éliminer les résistants de l'UPC, pour éliminer, chez nous au Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, malheureusement, nous avons payé ça. Pour éliminer les combattants qui les nuisaient, des gens comme les Nkrumah qui étaient vraiment vus comme la peste. C'est ça, le groupe, le Safari Club. Oui. Donc, ils ont construit ça au niveau du Maroc. Et ils ont réactualisé le Safari Club depuis un temps. Et le Safari Club a donc travaillé dans la déstabilisation de l'Algérie parce qu'il fallait nuire à l'Algérie. Il ne fallait pas que l'Algérie ou les chefs d'état-major ont une tradition de combat contre la France s'impose dans leur pays. Il ne fallait pas que le pouvoir en place s'impose contre la France. Donc, la France a continué à nuire à l'Algérie. Et puis, les GIA en 1998 vont changer de nom parce qu'un agent spécial français qui a été bien formé, les Mokhtar Belmokhtar, les Zaïd, je vais me souvenir son nom, ils se retrouvent là. On leur donne maintenant un nouveau nom, GSPC, Groupe salafiste pour la prédication et le combat. Ils vont nuire à l'Algérie jusqu'aux attaques de In Amenas, le complexe gazier d'In Amenas. Pour une petite parenthèse, le complexe gazier d'In Amenas dans le sud de l'Algérie a sa continuité dans le nord du Mali. Ah, vous allez comprendre la contagion et les problèmes du Mali. Et il y a un homme, Amadou Toumani Touré, il préfère s'entendre avec les Algériens. Il préfère soutenir les Algériens dans leur combat contre les GIA et les GSPC. Et les Français, quand ils se rendent compte de cela, ils vont dire, mais ce gars, il faut d'abord l'enlever du pouvoir. Coup d'État de la fin des années 2010. Et quand ils réussissent cela, ils vont transférer les groupes terroristes qui étaient dans le nord de l'Algérie vers le Mali. Ils vont avoir des ressources maintenant qui vont venir de Libye, qui vont venir d'autres territoires parce qu'ils ont déstabilisé ces territoires pour réaliser la partition du Mali parce qu'il faut contrôler l'ensemble du complexe, des grandes ressources gazières qui sont entre le nord du Mali et le sud de l'Algérie.
Voilà le grand projet de partition du Mali, du point de vue géostratégique. Donc, la DGSE française sera impliquée dans ce projet et va donc contribuer à fabriquer l'ensemble des forces qui sont là-bas. Avec les services secrets marocains, ils vont fabriquer ce qu'on appelle le Moudjao. Avec leur propre expertise, ils vont fabriquer ACMI. Donc, ils vont dire même au GSPC, transformez-vous en ACMI. Et d'ailleurs, vous avez vu que dernièrement, un des journalistes de France 24 a interviewé ACMI. Et l'autre qui a été pris en otage, c'est parce qu'il voulait interroger le chef d'état-major de ACMI. Vous comprenez que c'est des liens on ne peut plus avérer entre l'État français et les terroristes. Bon, si vous avez donc cette relation qui est claire, question que vous posez, c'est l'État français, c'est quel genre d'État? C'est la véritable interrogation. J'espère que parmi... Un État sponsor du terrorisme. Donc, en fait, le combat des Africains aujourd'hui, c'est d'inscrire au niveau des Nations Unies l'État français parmi les États sponsors du terrorisme dans le monde. L'État français ne fait que du sponsoring du terrorisme. Quand vous regardez comment ACMI est né, ACMI, c'est les enlèvements. Et ACMI, vous allez voir, ACMI comme Boko Haram avait des cibles privilégiées pour les enlèvements. C'était les citoyens français. Non, mais posez-vous une question, mais quel est ce goût pour les Français? Ils sont simplement les plus imprudents. Ils sont quoi, les plus baladeurs? Ils sont quoi, les plus grands touristes du continent? Que non. ACMI va même enlever, va aller faire les prises d'otages à l'ambassade de France à Bamako. Ah ça, c'est spectaculaire. Une ambassade qui est suivie avec des reconnaissants GPS, tout. Vous comprenez? Et quand il y a ces prises d'otages, qu'est-ce qui se passe généralement? Le financement. On paye pour libérer les otages. On paye 7 millions d'euros. Alors on fait semblant de payer. Non, ils payent toujours. Pourquoi? Parce que quand on paye, on donne les finances au groupe terroriste pour son activité. Donc, au lieu que de leur donner de l'argent de manière un peu trop flagrante par derrière, ça se passe aussi dans d'autres canaux. On préfère les financer par voie de paiement. Pourtant, ce sont ces mêmes pays qui nous ont dit haut et fort qu'ils ne négociaient pas avec les terroristes. Mais en Afrique, ils payent quand même les rançons pour les terroristes. Allez savoir justement ce qui se passe. Et ces gens vous parlent de Wagner, organisation terroriste. Vous comprenez qu'en fait, on a affaire aux terroristes qui veulent crier au terrorisme contre les autres, alors qu'en fait, c'est eux les terroristes. Et nous le savons. Nous savons que la France est un État sponsor du terrorisme. Il faut que les Africains le martèlent, il faut que les Africains dénoncent cette pratique de la France. La France n'utilise que le terrorisme en Afrique pour se répandre et pour répandre son influence. Et on va reprendre justement les mots d'un contemporain, la jeune française. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui te remercie, mon frère Ngo. C'est un plaisir. Et beaucoup de courage à toutes nos bases militantes, beaucoup de courage à tous les panafricanistes. La victoire est pour peu. Soyons juste confiants. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez et partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.